car tu vois, les femmes de la navale, pour moi, c'est des gens qui travaillent vraiment en atelier, manuellement. Principalement, c'était pas notre cas. Je sais pas, Monique, ce que tu en penses. Oui, mais alors je sais pas quel terme il faut employer. S'il y en a qui étaient manuels, il n'y avait pas de femmes dans les ateliers, c'était les secrétaires. Il y avait les pontonnières quand même. Les pontonnières, c'est celles qui faisaient fonctionner les ponts roulants, comme des grues dans les ateliers pour déplacer les choses lourdes. Le terme femme de la navale, quand on parle de ça aux gens, c'est vrai que la navale, on pense à des hommes qui travaillent sur les bateaux, tout ça. Oui, mais il y avait des hommes dans les bureaux et qui faisaient partie intégrante des chantiers. Tous les dessinateurs, ils faisaient partie des chantiers. Moi, j'étais aux achats et les dessinateurs, c'était pareil. On ne travaillait pas à bord, mais on se sentait intégralement dans les chantiers. Néanmoins, moi, je trouve que lorsqu'il y avait un lancement de bateau et qu'on était impliqué, même en secrétariat, dans la construction de bateau, il y avait l'implication. On participait quand même à notre niveau. On était quand même naval. Oui, on était fiers. On allait voir les lancements avec les gars. De toute façon, les gars n'auraient pas pu travailler si on n'avait pas commandé le matériel dont ils avaient besoin. Si on tapait pas les bonnes commandes. Ils nous disaient qu'on était des improductifs. Non, c'était le terme. Certains ouvriers disaient ça. Au niveau comptable, il y avait les productifs et les improductifs, et on en faisait partie. Alors moi je disais, de toute façon, vous ne pouvez pas travailler si on ne commande pas la tôle. On râlait forcément. Est-ce que le terme la navale, finalement, on ne l'associe pas à la métallurgie? Voilà, moi je pense que c'est une raison aussi. Quand on dit les gars de la navale, on associe ça aux boîtes de la métallurgie. Et les femmes travaillant dans la métallurgie, on était des femmes du milieu de la navale. C'est sûr que les pontonnières à l'atelier se sentaient peut-être plus navales que nous. Parce qu'elles étaient dans le milieu. C'est palpable. Moi, quand on me demande où vous avez travaillé, je réponds dans la navale. Et tout le monde connaît. Forcément, c'était des beaux chantiers. C'était vraiment énorme. Quand je suis rentrée en 66, on était presque 4000. C'est après, quand on a fait la scission d'Avec du Bijon, que... On était plus secrétaire, mais quand même. Même les termes, c'était des termes navals. C'était quand même bien ciblé. Voilà, il y avait un vocabulaire. En tant que secrétaire, on tapait un texte, un avant-projet, c'est que des termes marines. Pour moi, travailler là, ça a toujours été travailler au chantier, et non pas travailler au bureau. C'était pas la navale, c'était les chantiers. Nous, on travaillait au chantier. Non, parce que le terme chantier, ça veut dire tous les chantiers. À l'époque, le plus gros chantier à Nantes, c'était nous. Les gens, ils nous disent, tiens, tu travaillais au chantier. Quand on disait chantier, on savait que c'était pas une autre entreprise. La navale, ça voulait dire lancement, et ça parlait à tous les Nantais, on nous disait, ah tiens, tu lances des bateaux. C'est vrai que c'est difficile de trouver un terme bien à nous. On pourrait dire qu'on travaillait pour la marine. Ah bah non, la marine, c'est la marine militaire. Oui, mais il y a la marine marchande aussi. Ah non, pas du tout. Non, on n'était pas en marge. Ah si, il y a une époque. Non, j'ai pas eu cette impression-là. Si, c'était pas vraiment en marge, mais on nous faisait sentir qu'il fallait bien rester à notre place et qu'il fallait pas déborder. C'était des machos, c'était des hommes et très peu de femmes. Pas tous. Oh bah, dans les bureaux, nous... Et encore, ça dépendait des services. Ça a évolué différemment, mais il y avait toujours. Toujours. Moi, je suis rentrée en 71 et j'étais qu'avec des hommes. On n'était que 3 femmes et il y avait 70 hommes. Et après, j'étais au service achat, c'était pareil. On était 24 et il n'y avait que 2 femmes. Ils voulaient garder les 2 femmes qu'ils avaient. Plus qu'on travaillait avec des femmes. Ils étaient très convaincus. Attention.
n'avait pas vraiment le droit de dire ce qu'on pensait, vous vous êtes fichés. Mais moi, ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours dit ce que je pensais. Au moins, on n'a pas voulu pour ça. Mais on était toujours les petites jeunes qui rentraient, parce qu'à cette époque-là, on avait 18 ans, et on nous disait bien qu'il fallait qu'on reste quand même à notre place. On ne nous le disait pas, mais on nous le faisait sentir. Il faut préciser qu'on était quand même pas mal au secrétariat. Par exemple, de Dubigeon, même avant. Et en fait, nous étions exclusivement des femmes dans les bureaux. On travaillait avec les hommes qui étaient ingénieurs, dessinateurs, enfin, les gens du bureau d'études. Et on n'a pas eu du tout de problème relationnel. On ne se sentait pas inférieur. C'est surtout que chaque secrétaire avait un ingénieur, donc qui avait un travail direct. Avec les ouvriers, on n'avait pas de relation. C'était le bureau d'études qui, eux, avaient le contact avec les ouvriers. On les croisait pendant les grèves, ou au CE, ou on se croisait quand même au resto. Et dans le car, on avait beaucoup de contacts dans le car. Les pots aussi. Il y avait une coopérative et on allait faire nos petits achats après le repas. On descendait à la coopérative et là, évidemment, on se retrouvait avec eux. C'était des conserves et des bonbons. Et il y avait des casseroles. Au CE ou dans les syndicats, on se mélangeait. On était en minorité, effectivement. Non, les responsabilités, c'est les hommes. Moi, j'étais secrétaire du comité, donc en fait, c'était mon emploi. Mais c'est vrai qu'on ne prenait pas de poste à responsabilité. On avait déjà la charge de nos familles, on ne pouvait pas non plus. Et puis je crois que le chantier c'est sans femmes, parce que je crois savoir que pendant très longtemps, quand on nettoyait les bateaux en fin de construction, les femmes étaient interdites. Les femmes, elles auraient pu aller dans les cabines, faire des choses avec des messieurs, je sais pas, pour la bonne moralité, tu vois. Finalement, les femmes mettaient la zone. C'est les hommes qui disaient ça. Non, c'était pour les protéger. Une femme qui travaille au chantier, si par hasard elle avait l'occasion de faire des essais en mer avec les dessinateurs, par exemple, elle ne pouvait pas travailler de nuit. Elle avait un certain nombre d'heures quand elle allait aux essais, mais 2 jours. Moi, je sais que j'ai dû aller aux essais un jour et on m'a dit « Oui, vous comprenez, pendant les essais, il va falloir travailler la nuit. » Je réponds « Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Ah oui, mais on n'a pas le droit de faire travailler les femmes. Si ça se sèche, on tire à des ennuis. De toute façon, personne ne le saura puisque je le veux. » Mais c'était comme ça, hein. Il ne fallait pas que la femme, elle travaille la nuit. C'était les lois. C'était l'habitude des chantiers plus que la loi. Quand même. C'était des chantiers. Il n'y avait pas de femmes à part du métro. Et avec Madame Paty, une femme ingénieure. C'était vraiment exceptionnel. Elle n'était pas française au départ, elle était polonaise ou je sais pas quoi. Je pense qu'elle a eu du mal quand même, mais elle en a bavé. Et comme toujours, il faut que la femme soit beaucoup plus douée si elle veut être prise au sérieux. Elle était très forte, hein. Elle les a matés les Russes. Les Russes voulaient faire des choses et elle a dit non, vous les aurez pas. J'étais à côté d'elle, je me demandais ce qu'elle allait se passer. Et on n'avait pas le même salaire que les hommes. Il y avait la disparité entre les femmes. En dernier, moi j'étais au service achat, j'étais secrétaire gestionnaire, alors on commandait, chacun avait ses bateaux, vous voyez. Et il y avait 3 messieurs avec moi, on faisait le même travail, et puis eux, ils avaient le coefficient 392 et moi 196. Ça faisait la moitié du salaire. Oui, voilà. Je touchais 2 fois moins et je faisais le même travail. Si bien qu'aujourd'hui, avec la complémentaire, ça me fait une retraite d'un petit peu plus de 900 €. Ils doivent avoir le double au moins. Chez Dubigeon, avec le coefficient, on avait le salaire en face affiché pendant les élections, ce qui faisait que la différence de salaire entre chaque ouvrier allait de 1 à 7. C'était assez faible, hein. Aujourd'hui, 1 à 7, c'est rien du tout, hein. Tout n'était pas caché, hein. Mais il y avait les primes de personnel, ça restait caché.
Les nouvelles, on les aidait. Ça se passait bien. Nous, on était 11 à taper à la machine avec une chef derrière très rigide. Mais par contre, on était un petit groupe, on s'entendait très bien. On se recevait. On avait quand même un peu de liberté. Mais on était quand même 11 à taper toute la journée, c'était une poule. Quelques années après, ils ont voulu recréer ça, j'ai dit jamais, jamais ça. Car à ce moment-là, on n'avait plus de relation. On était chacun derrière notre machine. Disons que ça s'est bien développé le temps passant. Au début, avec nos grosses machines. C'était quand même un pool dactylographique, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une concentration de personnes et de machines. On avait nos ordinateurs, notre Telex qui marchait toute la journée. Je me rappelle Madame Brisson qui était dessus à longueur de temps. C'était quand même assez bruyant. Moi, je me rappelle de ça. Assez bruyant. Et puis même avec les anciennes machines, le pôle dactylographie, ça faisait quand même du bruit. Ça s'est amélioré avec les ordi. Mais au départ, quand tout le monde tapait, dame, tac, 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 tac. Le travail à fournir, quand on tapait, il y avait quand même 5 exemplaires. Plus que ça. Et le tirage avec le violet où ça passait au travers, oui, le stencil. Alors que l'ordinateur, c'est le rêve. Je pense que l'ambiance, je parle du service où j'étais, a changé quand on a eu l'horaire libre. C'est-à-dire on pouvait entrer de 8h15 à 9h15. Le midi, on pouvait prendre que 3 quarts d'heure. Il fallait faire nos heures dans la semaine. Quand on n'avait pas l'horaire libre, on partait tous en même temps, on discutait, on blaguait et on partait, on arrivait tous en même temps. Après, on arrivait, les autres avaient déjà commencé à travailler. Ça a brisé le lien. Les horaires étaient quand même longs, c'était 48 heures par semaine. Moi j'étais dans un service d'atelier, on commençait à 6h45. Quand je disais que je travaillais dans un bureau, on me disait, elle est pas nette celle-là. De 6h45 à 18h36. Oui, parce qu'on récupérait 5 minutes tous les jours pour faire les ponts. On avait que 3 semaines, puis on a eu 4 semaines. Au début, ça a été 15 jours, puis 3 semaines, puis voilà. C'était différent. On avait fait grève pour avoir la 4e semaine. L'année d'après, tout le monde l'avait eu, la 4e semaine. On avait fait grève pour rien. Alors que maintenant, quand on voit les 35 heures, les RTT, ça fait rêver. Et on venait quelquefois le samedi matin. Ça faisait 52 heures. On pointait quand même 4 fois par jour. Et tout ça nous était retiré, les 5 minutes en retard et tout. Mais la pointeuse, elle était souvent en panne. Tout à fait au début, c'était un carton. Il y en a qui... on dit rien. Moi j'étais célibataire, alors ça me posait pas de problème. C'est difficile. En plus avec les temps de trajet, je venais à pied, il fallait une demi-heure pour venir. Je retournais le midi, 2 heures de marche dans la journée, mais j'aime bien marcher. Nous on avait vraiment 2 vies, mais il fallait tout serrer. Quand on arrivait tard, en plus il fallait supporter un patron et les collègues. Quand on arrivait chez soi avec les enfants qui sont pas très faciles, c'était vraiment 2 vies. Et des longues journées. Quand on a diminué les horaires de travail, j'ai jamais pu embaucher plus tard parce que les ouvriers aimaient travailler très très tôt. Donc j'ai toujours embauché vers 7h, 7h15 parce que le soir ils font le jardin ou ils vont au café, tous ensemble. Les ouvriers embauchaient à 6h45 et nous 7h, il y avait un décalage. Toujours très tôt. Puis après ça s'est modifié. Nous on n'avait pas le choix, après il fallait aller faire les courses. Nous on avait peut-être 2 heures le midi, mais on ne mangeait pas là. On était soit en mobilette ou en vélo. Il n'y avait pas de grand magasin, on devait faire nos courses dans les petites épiceries. Nous sommes pareil. Il n'y avait pas de télé, remarque. Mais on travaillait avec une meilleure ambiance que les dernières années. On faisait plus d'heures, mais avec une meilleure ambiance. Ouais, on était contents d'aller travailler. Tandis qu'à la fin de l'hiver, on n'a pas eu la vie facile avec notre chef de service, c'était un militaire de carrière. C'était pas rose tous les jours. Moi j'ai connu pire avec madame Carvisite qui tapait au carreau quand on nous voyait relever la tête. Parce qu'on tapait pas à la machine, parce qu'on demandait un renseignement à notre voisine, parce qu'on n'arrivait pas à lire ce que l'acheteur avait marqué. Mais c'était rien par rapport à ce que j'ai connu dans le privé. Oui, elle était ça. Quand il y avait un acheteur qui rentrait dans notre bureau, elle disait « il y a un coucou dans mon lit ». Pour l'autre, on était c'est fou. Ouais, c'est ce qu'elle disait.
contente que des hommes rentrent dans le service où il y avait ces femmes. Ces filles, elles disaient. C'est vrai qu'on n'avait pas le droit d'arrêter de travailler avant l'heure. Moi, je sais parce que j'étais un peu tête. Parce que quand je suis rentrée, il y avait des trucs qui me semblaient tellement inouïs. Et je me rappelle avoir terminé 10 minutes avant. Parce qu'au début, j'ai travaillé, vu le temps passé à travailler, j'étais crevée le soir. Donc j'avais arrêté de travailler et on m'avait dit c'est 6h30. Et ce jour-là, j'ai tout rangé mes affaires et j'ai crevé les bras. J'ai attendu l'heure et elle n'a jamais commencé. C'était un peu l'inquisition. Il est venu 7h. Il y avait la crèche. À cette époque-là, pour devenir dessinatrice, il n'y avait que cette école-là, où il fallait monter sur Paris. À cette époque-là, les écoles n'étaient pas mixtes. Donc l'école de Launay qui formait les dessinateurs, ils ne voulaient pas de femmes. Bah oui, parce que c'était que des écoles de garçons. Quand on était jeune, il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Et les écoles techniques, c'était la même chose. Et en plus, nous les filles, on n'apprenait pas autant que les garçons la technique au lycée. C'était moins poussé, disons. Bah oui, moi j'ai connu que la crèche. Toi, t'as connu autre chose? Nous, on était 2 femmes à la crèche. Et puis, les hommes, ils se formaient aussi entre eux par ce qu'on appelait le matelotage. C'était une sorte de tuteur, comme les compagnons. Nous, on n'avait pas ça. Oui, mais il n'y avait que la crèche sur Nantes pour former des femmes, ouais. Moi, j'ai connu cette école-là parce que mon père travaillait à la Loire. Mon père, mon beau-père, Marie, enfin, on s'y était nés. On montrait beaucoup comme ça. C'était la tradition. Mais dans beaucoup d'entreprises, hein. Les grèves. Oh là là. Tout le monde n'y allait pas déjà. Mais il fallait que tout le monde y aille. Si on restait... Ah bah moi j'étais dans un bureau, il fallait que tout le monde y aille. Parce que sinon t'étais pas tendu. Le problème c'est que tu subissais des pressions. Le problème c'est que si on n'y allait pas, les ouvriers nous faisaient la gueule. Et si on y allait, c'était pas trop. Ah oui, ah bah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Alors on restait les 3 quarts du temps et on attendait que les ouvriers viennent nous déloger. Parce que là ils venaient, donc on partait. Jusqu'au jour où un syndicaliste a dit mais foutez-leur la paix, si elles s'en vont, elles vont avoir leur chef sur le dos. Et si elles restent, c'est nous. Laissez-les tranquilles, elles font ce qu'elles veulent. Parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas comme elles. Il y avait aussi des pressions quand on était syndiqués. Par exemple, moi j'ai fait une formation. En plus j'étais à la CGT. Alors là, à la CGT, les femmes aux ACB, il y en avait très peu. Et moi, j'ai eu des réflexions par mon chef de service, voire même des ingénieurs. Quand je revenais le lendemain et que j'avais été à la formation, on me disait tout le temps, mais alors, d'un air très ironique, ça s'est bien passé, c'était intéressant. Je répondais oui, oui. Je donnais pas de précision. On sentait bien que ça clochait. Déjà syndiquée à la CGT, en plus une femme, en plus qu'elle allait faire une formation, elle n'avait rien pour bien faire. Moi j'avais des pressions au niveau de ma chef de service ou de la direction, j'avais des pressions. On m'a même trouvé d'autres boulots. C'est vrai que je l'ouvrais quand même assez souvent. C'était difficile de dire des choses. En fait, on m'a dit que j'étais récente dans l'entreprise et que du coup, ils n'allaient pas pouvoir me garder, que l'entreprise avait des difficultés. En fait, on m'a trouvé du travail chez Airbus à l'époque. J'ai regretté après d'être partie d'ailleurs. Après, je me dis qu'est-ce que je fais, je pars ou je reste. Du coup, les syndicats sont intervenus pour essayer de récupérer mon emploi à Division, mais j'ai été pris et partie. Moi, je me suis retrouvée enfermée avec mon chef, mais c'est mon chef qui m'avait enfermée avec lui parce qu'il avait la trouille. J'étais dedans, je pouvais rien faire. Les gars passaient dans le couloir. Ils voulaient surtout se protéger. Je crois que le garçon qui sortait pas avait autant de réflexion que la femme qui sortait pas. Moi, je crois pas que c'était femme ou pas femme. Non, non, c'était pas spécialement les femmes. On les appelait les jaunes, ceux qui voulaient pas sortir.
c'est pas Rinu qui s'appelait, il y avait un ingénieur Rinu avec les ouvriers qui avaient eu la corde et sa maison avait été taguée. Vous vous rappelez pas de ça? Il y avait la corde qui se pend. Il avait été quelques jours à pied. Moi j'ai juste le souvenir de Stéphane sur sa moto. Nous tous ces trucs là on les a bien vécus parce qu'on était avec des hommes mais on les a vécus beaucoup plus que d'autres au secrétariat. Rinu, les ouvriers ont menacé de le pendre, ils avaient une corde. Il s'était enfui et il avait été rattrapé sur le boulevard. Il avait été méchant, il avait été mauvais avec des ouvriers, il fallait voir ça aussi. C'était des licenciements, hein. Il y avait une liste et mon mari était dessus. J'aurais préféré que ce soit moi parce qu'après il se retrouvait sans travail. Mon fiancé à l'époque c'était pareil, licencié. Alors après j'ai été licenciée moi aussi en 86. Alors comme ça c'était bien. C'était un chantier de construction navale familiale. Il y avait l'esprit familial. Aux ACB aussi quand même, mais pas la Loire. Pas la Loire. La Loire, c'était un chantier avec des actionnaires sans doute. Enfin, j'étais pas au courant, tandis qu'à Dubigeon, on avait les paradis. Ça n'existe plus. Aux ACB aussi, mais les paradis, c'était la décoration des églises le vendredi saint. Donc les femmes avaient les paradis pour emmener les enfants. À la fête des mères, on avait une petite gratification. Et le paradis. Ça a créé des jalousies. Oui, les gars voulaient mettre des jupes. Oui, on nous donnait quelque chose. Avec une petite carte, bonne fête maman, bonne fête grand-mère. À la fête des mères, on avait une pochette et on finissait plus vite. Mais pas à la Loire, hein. Il n'y avait pas ça à la Loire. Moi j'étais à la Loire, chantier de Nantes avant, j'avais pas ça. Quand je suis arrivée à Dubigeon, j'ai eu la chance d'avoir ça. C'est tout à fait différent. Il faut dire qu'on avait quand même pas mal d'avantages. On était pas malheureux. La Loire c'était ici, c'était beau, mais les ACB c'était beaucoup plus moche. Ici on avait des beaux bâtiments. Nos bureaux ils étaient franchement moches. Et les sanitaires c'était invraisemblable les ACB. À Dubigeon c'était moche aussi. Entre le secrétariat et le bureau du personnel on traversait tout le chantier. On n'avait pas de casque pourtant. Je me rappelle, c'était une sacrée aventure. Quand il fallait partir du bureau du personnel, on traversait les cales pour aller porter le courrier au secrétariat. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une ambiance familiale. Il y avait l'aspect... Il y avait des grèves pendant 15 jours, 3 semaines, qui nous permettaient d'avoir des revendications, qu'augmentaient les salaires et tout. On avait de très bons accords d'entreprise avec des pourcentages tous les ans en augmentation. Ah oui, les Catherinettes. Moi, quand je suis rentrée, ça se faisait plus, mais c'était récent. J'en parle surtout parce que c'était un artiste, enfin presque un artiste, qui faisait un chapeau avec un bateau dessus qui était superbe. C'était vraiment de l'art. Je l'ai encore. Hein. C'était un dessinateur qui l'avait fait. Le mien, je l'ai encore. Il est magnifique. Le mien, c'est Joanneau qui me l'avait fait. C'était un artiste. J'avais un collègue qui me l'avait fait, sa femme était modiste. Donc un jour, il y en a un qui est venu prendre mon tour de tête, mon tour de taille, des trucs comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Je t'occupe. Avec les mâts et tout. L'ami Caram, on avait jeudi après-midi pour aller à l'ami Caram. Oui, c'était tout le monde, les hommes, les femmes. Il n'y a que le vendredi saint où c'était que nous. Le dernier jour de travail de l'année, on nous laissait sortir un peu plus vite. Moi, j'étais au magasin et il fallait qu'on se renseigne, sinon on n'aurait pas été prévenus. On avait des demi-journées, Noël et 1er de l'an. À une époque, au moment des lancements, mais ça c'est très vieux aussi, au moment des lancements, tout le chantier allait le voir sur le temps de travail, donc on avait aussi une pochette, une prime.
Est-ce que c'était le chantier qui la donnait ou est-ce que c'était l'armateur qui donnait une certaine somme d'argent à répartir? Ça, je sais pas. C'était pour tout le personnel, hein, les bureaux. Je sais pas si les ingénieurs ils avaient par contre. Selon le grade, c'était bien sûr pas la même somme qui était donnée, mais enfin on avait quelque chose pour marquer le lancement. Je me souviens, j'étais sur les épaules de mon père. Avant, les familles pouvaient venir, mais quand il y a eu un accident, après ils ont supprimé. Je sais plus ce qu'il y avait eu. Une bosse cassante qui avait cassé, non? Oui, bah une bosse cassante qui cassait, ça pouvait arriver, mais les gens allaient trop près, hein. Bien avant le Pointe-Madame, hein, le bateau qui est en bout de quai de la Fosse en 73. Il y avait quand même une limite, donc c'était pas de la faute du chantier vraiment, hein. C'était une fête, hein. Je me souviens, nous on habitait à Chantenay, à chaque fois qu'il y avait un lancement, ils nous amenaient. Tout le monde était sur le quai. Ou alors, fallait aller à Cantigny, ou ici sur le quai d'en face. Quand il y avait un lancement comme ça, la ville de Nantes était bloquée, hein. Personne ne pouvait circuler, c'était la folie. Pour nous, ça s'est terminé en 69. Moi, j'ai vécu la fin. Toutes ces dames sont parties avant. C'était pas facile non plus, hein. Petit à petit, pas tout le monde en même temps. C'était dur pour elles, mais pour celles qui restaient aussi, hein. Puis à la fin, le départ du Bougainville, qui était quand même assez... Tout le monde pleurait. Voir le bateau partir, c'était pas facile. C'était impressionnant, hein. Il en restait un petit peu au chantier parce qu'il y avait le pôle de reconversion. 1 ou 2 personnes qui sont restées. Il y a plein de gens qui l'ont mal vécu. Il y en a qui veulent plus revenir. Il y en a qui ont fait des dépressions. J'ai vu des hommes pleurer, des ouvriers et tout. Ça me donne la chair de poule. Bah, c'était une bonne partie de notre vie, hein. Il faut tourner la page. Plusieurs mois après, à la fin des chantiers, il y a une jeune femme qui était partie avant la fin des chantiers, quelques mois avant. Elle était licenciée, elle était tombée en dépression et elle revenait avec sa voiture au chantier. À côté de chez moi, il y a un monsieur qui s'est suicidé. On le voyait au chantier, il avait toujours l'air bien. Ça m'a marqué parce que je le connaissais pas. On le voyait souvent, il est venu. On n'a pas pensé qu'il arriverait à cet acte-là. Oui, alors avant, vous savez, il y a eu des changements dans les professions parce que souvent on les mettait à peindre je sais pas quoi parce qu'il n'y avait plus de travail là où ils étaient. Alors déjà, ils étaient choqués de changer de travail et de voir qu'il n'y avait plus d'avenir. Moi, j'ai fini à Saint-Nazaire. Ben, on prenait le train le matin et on prenait le train le soir. Des fois, le train était en grève. Des fois, il n'y avait pas de chauffeur de train. Des fois, il n'y avait pas de contrôleur. Ou ils couraient après le train. C'était folklorique. Par contre, la mentalité était différente des gens du chantier. Ils étaient pires que machos. J'en ai un jour qui m'a dit au bureau d'études pour parler de telle chose, je lui disais, bah vous prenez tel plan. Il me répond, comment ça vous savez ça vous? Bah parce que j'ai travaillé dessus. Les seules femmes que je connaisse, c'est les femmes de la cantine. Là-bas, ils étaient terribles. Certains, pas tous. Il n'y avait pas de femmes à Saint-Nazaire. Hein. À l'époque où nous, on y a été, il n'y en avait pas. Tandis que maintenant, c'est vraiment mélangé. Il y a même des femmes à l'atelier, des soudeuses, des chaudronnières. Les femmes ont envahi un peu. Ça a bien évolué de nous les premières années où il y avait très peu de femmes. Dans les bureaux, il y avait des femmes quand même, mais au bureau d'études, il n'y avait pas de femmes. Nous étions des belles curieuses. Qui a travaillé à Saint-Nazaire, là, dans l'eau? Parce qu'on m'a dit que c'était moins sympathique, moins familier. Même pour les gars, hein, c'était dur à porter. Moi, il y a un truc qui m'a pris à la gorge, c'est le jour où il y a eu le dernier lancement. Pourtant, je travaillais pas chez Dubigeon, mais c'était quand même une entreprise sœur. Puis on avait quand même aussi manifesté pour le maintien du chantier Dubigeon. Il y a eu énormément de manifestations. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Hein. Quand je suis allée au dernier lancement, tu voyais les gens, alors que ça devait être un moment d'habitude de joie. Et là, on voyait les gens qui avaient la larme à l'œil, qui pleuraient. Moi, j'étais avec mon petit vélo sur le pont. Vraiment, ça m'a touchée énormément. Et puis de se dire, ça y est, c'est fini, c'est le dernier.
Et puis après, quand je passais et que tu voyais tous les bâtiments s'effondrer autour de toi, alors ça, je trouve que c'est quelque chose de très profond. Il y a beaucoup d'émotions qui passent. Tu te dis, c'est quand même un chantier millénaire ou quasiment. Quand on connaît l'histoire de Nantes, c'est une des plus anciennes industries. Ça y est, c'est foutu. Ça m'a remué. Heureusement qu'ils ont quand même gardé le beau bâtiment. Derrière, je me disais, Dieu, ils vont quand même pas démolir ce bâtiment. Ma foi, non, quand même.